Moi, si j'ai bien une qualité, c'est que je fais jamais de faute d'orthographe. Faux! Les gens qui écrivent bien, ceux qui font pas de faute d'orthographe, ils aiment bien te foutre la honte en lisant et en corrigeant ce que t'as écrit. Légumes. Accent aigu et légumes. Soupe. Mais t'as écrit soupe avec 5 P! Heureusement qu'il existe les claviers d'ordinateur. Chaque fois que je fais une faute, je sors la même excuse. Non, je pense que ça doit juste être une faute de frappe. Chose que tu peux pas faire quand t'écris avec un stylo. Ah non, je pense que ça doit juste être une faute de stylo. Bon, on a le droit de se moquer des gens qui font des fautes. Voilà, c'est bon enfant. Sauf dans un seul cas, où c'est absolument interdit. Oula, mais y a que des fautes. Comment tu sais pas écrire, mec? Ouais. Mais c'est parce que je suis dyslexique. Ah, désolé, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai un profond respect pour toi et ta famille. Je suis dyslexique. Franchement, j'ai tellement entendu que j'ai l'impression que tout le monde est dyslexique. Faut arrêter avec la dyslexie. J'ai l'impression que quand t'es dyslexique, tu peux le dire à toutes les sauces, ça passe. T'arrives même pas à soulever l'étagère. Oh, ça va! Je suis dyslexique, ok? Ce sketch humoristique de Norman prête à sourire. Mais en même temps, il est le révélateur d'une double réalité. D'une part, de la prise de conscience que certaines difficultés scolaires ne résultent pas uniquement du manque de travail ou des origines sociales des élèves. D'autre part, que ces troubles 10, comme la dyslexie ou la dyspraxie pour ne citer qu'eux, sont parfois l'objet d'une relative perplexité de la part de l'opinion et conduisent tantôt le corps enseignant à critiquer une ingérence du corps médical dans les pratiques pédagogiques. Nous avons voulu en savoir plus à propos de ces troubles 10 et c'est pourquoi nous nous sommes rendus début octobre à la deuxième journée des 10 qui se déroulait à Saint-Marcel en Saône-et-Loire à l'initiative de l'association Pluradis. À l'occasion de ce reportage, nous avons pu écouter et rencontrer divers protagonistes de la prise en charge de ces troubles, qu'il s'agisse d'orthophonistes, de neuropédiatres, d'ergothérapeutes, de psychologues, d'enseignants, mais également nous avons pu recueillir le témoignage de personnes atteintes de ces troubles 10, ainsi que de leurs familles. Quels sont ces troubles? Comment se manifestent-ils? En quoi gênent-ils les apprentissages? Comment cela est-il vécu à la maison? Autant de questions auxquelles nous avons tenté de trouver des réponses. On va dire que la dyslexie, c'est vrai qu'on va parler en mots simples parce que la définition scientifique évolue. Sophie Saltarelli, orthophoniste et présidente de l'association Pluradis. Donc en plus, si vous prenez la définition d'il y a 3 ans, c'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Donc on va dire qu'en termes très simples, c'est quand un enfant qui soit petit en âge de lecture quand même, puisqu'on parle de la dyslexie. Donc en France, l'apprentissage de la lecture, c'est CP, CE1. Donc du coup, on ne va pas pouvoir parler de dyslexie avant la fin du CE1, puisqu'il faut déjà qu'il ait appris à lire. Mais par contre, on peut aussi découvrir une dyslexie au collège ou au lycée. Donc c'est quand un jeune présente des difficultés de lecture qui sont significatives. Significatives, ça veut dire c'est pas juste j'écorche un mot ou je saute une ligne. C'est vraiment de façon prépondérante, importante. Donc on mesure ça avec des écarts d'âge ou ce qu'on appelle des écarts types aussi par rapport à la moyenne. Alors ces difficultés sont donc significatives, mais elles sont durables malgré une intervention spécialisée. Donc en France, c'est l'orthophonie. Voilà. Donc un enfant qui présente des difficultés d'apprentissage de la lecture après 6 mois d'intervention